Bonjour à tous. Allier vie professionnelle et vie privée n'est pas toujours simple pour les femmes, sauf si elles sont bien épaulées par leur conjoint. 80% des couples ont beaucoup de mal à gérer. C'est ce qui ressort du baromètre des parents publié dans Le Soir justement aujourd'hui. Généralement, pour pallier, la femme travaille à temps partiel ou n'accède pas à des postes de pouvoir, mais cela relève-t-il de sa propre responsabilité ? Ou bien les femmes sont-elles tout simplement aujourd'hui encore discriminées? C'est clairement ce que pense Isabella Lenarduzzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et vous avez fait une étude récemment sur cette égalité entre les sexes ou inégalité. Le résultat est éloquent. Nous allons en discuter avec Corentin de Salles. Bonjour. En tant que juriste et philosophe, vous avez un avis un petit peu plus nuancé sur cette question. On va détailler tout ça. Et vous, vous sentez-vous discriminé, mesdames, au travail? Avez-vous une expérience à partager? Réagissez, soyez pour ou contre. Bonjour, merci à tous les deux d'être sur ce plateau de Pour ou Contre pour parler aujourd'hui de cette inégalité entre hommes et femmes. Elle existe encore aujourd'hui en 2015, Isabella? Eh oui, absolument, puisque maintenant on est à presque 60% de diplômés universitaires qui sont des femmes, donc elles sont globalement plus diplômées que les hommes. Elles arrivent, à partir du moment où elles sont diplômées, elles arrivent aussi nombreuses sur le marché du travail que les hommes. Et puis au fur et à mesure que la carrière avance, eh bien elles disparaissent. Ou elles restent, elles stagnent au premier niveau, soit elles arrêtent, elles font des temps partiels, etc. Ce qui veut dire qu'elles ne sont que 30% des managers, que 10% dans les comités de direction. Et donc, effectivement, on perd les femmes, on perd les talents des femmes. Corentin, j'arrive chez vous. Vous me dites, bah non, moi je ne suis pas convaincue qu'elles soient discriminées. Mais écoutez, non, moi j'ai pas du tout l'impression. Je pense que juridiquement, il y a vraiment une égalité totale qui existe maintenant entre les hommes et les femmes. Je dis bien juridiquement. Dans les faits, effectivement, c'est peut-être autre chose. Cela dit, le fait que les femmes ne soient pas aussi présentes que les hommes sur le marché du travail n'est pas nécessairement une discrimination. Ça peut être aussi, je crois, en grande partie, un choix personnel. Un choix qu'on peut contester. On peut se dire qu'effectivement, c'est probable qu'il faudrait que les mentalités évoluent. Mais je crois que c'est plus un problème, non pas entrepreneurial ou un problème sociétal. C'est plutôt un problème, enfin sociétal en partie, mais c'est plutôt un problème d'organisation de couple et de savoir si, effectivement, il n'y a pas moyen, évidemment, d'aménager un peu les choses différemment en faisant prendre conscience aux hommes, effectivement, que c'est pas nécessairement obligatoire que ce soit la femme qui fasse le plus souvent les tâches qu'elle a traditionnellement assumées. C'est ça, Isabella, c'est les mentalités qui doivent encore évoluer ou... Oui, je suis d'accord avec Corentin. En fait, on a maintenant, enfin, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une égalité de droits entre les femmes et les hommes. Par contre, on a des vies profondément différentes et on est globalement élevés de façon différente. Parce que ça fait des millénaires qu'on nous assigne la tâche de procréer, que notre premier boulot, finalement, c'est d'être mère, de nous occuper de la famille. Et en plus, on nous demande de travailler de plus en plus, de travailler comme les hommes. Mais les entreprises, ça fait des centaines d'années qu'elles existent. Le leadership a été créé en centaines d'années et ça a été créé par des hommes pour d'autres hommes qui n'avaient pas cette vie différente de femmes, c'est-à-dire qui passent quand même 80% du travail non rémunéré est sur les épaules des femmes. Et c'est là où il y a discrimination, c'est parce qu'on traite les femmes comme les hommes, avec une norme masculine, sans s'adapter aucunement à leur culture générale, à leur histoire et à leur responsabilité familiale. Je voudrais une réaction par rapport à ça, justement. Est-ce qu'elles on les considère comme des hommes en entreprise? Mais bon, c'est possible, effectivement, que l'entreprise peut évoluer de telle ou telle façon. Et bon, dans l'étude, effectivement, qu'Isabella a réalisée, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a des effets, je pense, positifs au fait qu'il y ait un leadership féminin plus présent dans un certain nombre d'entreprises. Moi, personnellement, j'ai eu dans ma profession plusieurs fois des supérieurs qui étaient des femmes, et c'est encore le cas de deux de mes patronnes. Ça, et donc, j'ai toujours pu observer, enfin presque toujours observé, qu'effectivement, ce sont généralement des êtres assez méticuleux, assez organisés, assez exigeants, méthodiques, etc. Donc, généralement, je pense qu'effectivement, on a tout à gagner par rapport à ça. Mais encore une fois, je pense que c'est à la société de s'adapter effectivement aux réalités économiques et aux réalités de l'entreprise, et non pas effectivement à l'entreprise dont la finalité première, je crois, est de faire du profit, de faire un certain nombre de rendre effectivement possible un certain nombre de créations de richesses qui elle-même peut être redistribuée pour faire d'autres choses. Et je pense ici effectivement qu'il y a quand même des réalités auxquelles qu'on soit homme ou femme, on doit s'adapter. Donc ici, je ne pense pas qu'il y ait réellement une discrimination. La discrimination, encore une fois, je crois que si on la définit précisément, c'est traiter de façon différente quelqu'un qui est dans une même situation, enfin des personnes qui sont dans les mêmes situations. Or ici, je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. On va développer. On a des situations différentes, mais on nous traite de la même façon. C'est justement ça la discrimination. Exemple. Ben, justement, exemple, à partir du moment où on a 80% du travail non rémunéré qui est sur nos épaules, il faut savoir que nous, on a moins de temps de loisirs que les hommes, on
on a moins de temps de sommeil parce que justement, on porte globalement, on est un peu l'ordinateur central de la famille, encore malgré le fait que les hommes évoluent beaucoup et prennent de plus en plus de responsabilités. Ça, il ne faut absolument pas le nier. Mais malgré tout, il y a ça. Et puis par exemple, quand on cherche une promotion en interne dans une entreprise, on fait la job description, voilà les qualifications qu'il faudrait, les talents qu'il faut. Quand un homme a 60% des talents, il se dit « ce job est fait pour moi ». Quand une femme a 80% de toutes les qualifications requises, elle va se focaliser sur les 20% en n'étant pas sûre de pouvoir y arriver. Si l'entreprise n'intègre pas cette différence dans la perception des choses, dans la perception de qui on est, alors automatiquement, il va y avoir beaucoup plus de candidats hommes à la promotion plutôt que de candidats de femmes. Et donc, ça ne va pas permettre à l'entreprise de valoriser tous ces talents. Parce que c'est ça, je suis d'accord, les entreprises, il faut qu'elles aient de la performance. On parle ici de gestion des talents, c'est juste avoir le meilleur de chacun au service de l'entreprise. C'est juste ça. Moi, je voudrais vous soumettre un article de presse, s'il vous plaît, de la Libre Belgique qui m'a interpellée sur l'égalité des sexes, justement. Il est là, il s'affiche devant vous. La Belgique est quand même dans le top 10, qui est plutôt rassurant sur 147 pays. Mais j'ai relevé néanmoins cette phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle pose question. Si l'on continue sur cette trajectoire sans changement des autres paramètres, il faudra 81 ans au monde pour combler complètement cette brèche, soit nous serons tous à égalité en 2095. On a le temps de voir venir. Et encore, on sait, pour dire 81 ans, on s'est basé sur l'évolution des dernières années qui, soyons clairs, reconnaissons. Ça fait 10 ans que la femme, quand même... C'est incroyable l'évolution qu'on a connue. Mais donc, si cette évolution continue à ce rythme-là, alors il faudra 81 ans. Mais qui a dit qu'il n'y aurait pas justement d'arrêt dans cette évolution-là? Oui, c'est ça. Ça, on peut évidemment pas prévoir. Corentin, je voudrais votre avis de philosophe. Tiens, mais je n'ai pas lu effectivement cette étude, mais je suis assez sceptique. Donc, déjà, ce chiffre, je ne sais pas d'où ça sort. Enfin, je l'ai pas lu. Très sérieuse qui est relatée comment est-ce qu'on mesure l'égalité en pourcentage? Il y a des égalités par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à l'accès au travail, par rapport à l'accès à toute une série d'autres choses. Mais globalement, c'est le Forum économique mondial, pardon, je l'avais noté. Voilà. Oui. Et puis en plus, tout ce qui concerne des prévisions à plus que 5 ans, 10 ans, surtout dans des matières aussi fluctuantes que celle-là, ça me semble quand même assez douteux. Mais encore une fois, ici, je pense que l'égalité, c'est quelque chose qui se conquiert aussi. Il y a évidemment la dimension juridique, et je crois qu'elle est acquise, mais je pense, pour revenir à ce que disait Isabella là tout de suite, pour pouvoir arriver à ce type d'égalité, ou arriver effectivement à ce qu'il y ait plus de femmes qui soient représentées dans l'entreprise, c'est aussi une responsabilité individuelle. Et c'est effectivement à la personne elle-même de rencontrer les critères objectifs qui sont instaurés de façon à ce qu'effectivement tout le monde puisse accéder à ce type de poste. Donc l'idée, ce n'est pas, par exemple, d'instaurer des quotas, ce que je pense une idée contre-productive et même... C'est-à-dire 50% hommes, 50% femmes, mais c'est de s'assurer que pour toute personne à compétence égale, ça soit toujours la plus compétente qui soit choisie, qu'elle soit une femme ou qu'elle soit un homme, en fait, quoi. Et ça, peut-être qu'effectivement, il y a encore des choses à faire dans les mentalités, y compris dans les entreprises, mais en soi, effectivement, je crois qu'il n'y a plus rien à faire d'un point de vue juridique. Allez, faisons un focus sur l'étude qui dérange. Donc, on a bien analysé votre étude. J'ai relevé, bon, ça ne vient probablement pas de votre étude, c'est un constat. 9 postes à responsabilité sur 10 sont occupés par des hommes. Ça, c'est indéniable, c'est la situation, c'est pragmatique. On va examiner un petit peu plus en détail les différents chiffres que vous avez avancés. Et il faut d'ailleurs signaler que cette étude, elle est sortie à l'occasion de la Journée de l'Homme. C'était le 19 novembre dernier, donc elle est assez récente. Donc, chiffre à l'appui, 75% des hommes sont favorables à l'idée d'une égalité. Non, pas favorable. Non. Ça veut dire qu'ils pensent qu'une davantage d'égalité entre les femmes et les hommes au travail peut leur être bénéfique. Voilà, bénéfique. Par contre, 22% s'opposent à les aider pour y parvenir. Ça vous parle, des chiffres comme ça? C'est quelque chose qui... enfin bon, je crois que c'est... La femme est une concurrente pour l'homme? Je ne sais pas si c'est dû à la peur. Enfin, honnêtement, je ne maîtrise pas vraiment bien ce dossier par rapport à savoir qui pense quoi dans l'entreprise en tant que telle. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas non plus une obligation d'aider les gens. Parce que si on veut considérer vraiment la femme comme l'égale de l'homme, il ne faut pas non plus considérer qu'effectivement que des travailleurs dans une société doivent aider d'autres travailleurs à acquérir les postes qui eux-mêmes convoitent. En fait, on a parfois un mentor. Donc, la véritable... sans faire de distinction de genre. Mais donc, c'est possible qu'effectivement, dans les gens qui veulent l'aider, il y en a qui évidemment fassent partie des mentors, mais il y en a d'autres
d'autres, effectivement, dont les buts dans la carrière, et ça chacun fait ses choix, effectivement, n'est pas spécialement d'aider son prochain. En fait, ce que l'étude de Jump et Axiom a démontré, c'est que la plupart des hommes pensent exactement comme vous, Corentin. C'est-à-dire que vous êtes contre les quotas. Quand on parle de quotas ici, ce sont les entreprises qui décident elles-mêmes qu'il faudrait, par exemple, 30% de femmes dans les postes de management d'ici 4 ans ou 5 ans. Ils sont opposés à ça, sans se rendre compte. C'est justement ça le problème. C'est qu'ils ne se rendent pas compte que jusqu'à présent, ils ont bénéficié d'un quota invisible. Et qu'en fait, le quota ne permet pas à des personnes non compétentes d'arriver à ces postes, mais justement permet une meilleure méritocratie. C'est-à-dire qu'on essaye d'enlever tous les stéréotypes. C'est qu'on essaye de s'adapter aux différences sans vouloir une compétence tirée par le bas. Et ça, c'est très important. C'est juste pour permettre aux meilleurs, indépendamment des stéréotypes, indépendamment des différences, d'accéder aux postes. Genres aussi. Oui, mais moi, le problème, ce que je trouve dans ce quota, c'est que c'est contre-productif parce que ça flétrit la victoire de la femme qui mérite d'accéder à ce quota. Ça vous fait rire. Mais oui, mais la femme qui arrive parce qu'elle est tout à fait compétente et qu'elle surclasse tous ses concurrents, y compris masculins, on va lui dire, tiens, mais elle n'est pas arrivée en raison de ses compétences, elle est arrivée là parce qu'effectivement, il y avait un quota et que d'office, elle était sélectionnée. C'est de la discrimination positive. C'est de la discrimination positive et je pense que c'est contre-productif à pas mal de points de vue. Et puis, on ne sait jamais non plus pourquoi, mais il n'y a pas nécessairement 50% de femmes qui aspirent à ce type de poste, ni même 50% d'hommes. Hein. Peut-être que... Ouais. Mais non, donc ça ne sert à rien de faire un quota. Ah ben dommage alors. Non, sur ça. Non, mais là-dessus, effectivement, on pourrait tout aussi bien discriminer les femmes que avec un quota comme ça. Imaginons effectivement un conseil d'administration avec 20 personnes, enfin avec 10 personnes, et qu'il y a 20 candidats. Imaginons effectivement dans les candidats, il y ait 9 femmes qui sont dans le top 10, qui sont les 10 meilleures. Et il y a un homme qui est très bon, mais les 9 autres sont effectivement mauvais. Si on doit sélectionner que 10 candidats, on va sélectionner 5 femmes et 5 hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 4 femmes qui ont un excellent profil vont être évincées, alors que 4 hommes qui avaient un moins bon profil seront nommés. Et donc, la démonstration est intéressante. Les quotas sont à double tranchant. C'est un peu compliqué. Moi, je vous dis, d'abord, encore une fois... Mais quel type d'homme s'oppose, justement? Alors, encore une fois, les quotas et tout ça, c'est vraiment pour faire arriver les meilleurs. Hein. Et moi, quand je suis dans des médias, dans des conseils d'administration, je sais que c'est parce que je suis une femme, je sais que je remplis un quota. Mais je vous assure que par ma prestance et par la qualité de ce que j'apporte, je fais vite oublier que je fais partie d'un quota. Et que je sais très bien que s'il n'y avait pas le quota, s'il n'y avait pas l'attention à faire venir des femmes dans ces cercles fermés, quasiment réservés qu'aux hommes jusqu'à présent, eh bien, je n'y serais jamais rentrée. Et donc, les quotas, ça fait rentrer des gens compétents. C'est ça qu'il faut bien se dire. Ce n'est absolument pas pour avoir la médiocrité, c'est pour avoir de la méritocratie. Mais je ne remets pas en cause l'idée qui est généreuse en tant que telle, mais dans les faits, ça ne se vérifie. C'est une question de performance. Non, mais qui est même égalitaire, etc. Mais en soi, je pense qu'effectivement, elle n'est pas pertinente. Et en plus, je pense qu'elle est inefficace. Il y a un ouvrage qui est assez intéressant, qui a été édité, qui a été publié par un certain Thomas Sowell, qui est un intellectuel noir américain, qui lui vivait effectivement, il a beaucoup écrit sur les minorités, hein, il était dans une famille pauvre, un des derniers d'une très grande famille nombreuse, etc. Il a fait une carrière assez prestigieuse et il a beaucoup écrit là-dessus. Et lui, il est tout à fait opposé à l'idée de discrimination positive pour des idées que je mentionne ici. Mais il a fait une étude empirique, aussi bien aux États-Unis, en Inde, au Nicaragua, etc. Et il montre que toutes ces politiques qui favorisent soit les femmes, soit des minorités culturelles ou des minorités ethniques, etc., se sont toutes avérées des fiascos partout. Ça a à chaque fois flétri, comme je vous disais, l'image de la femme en tant que telle, et ça a fait accéder malheureusement souvent des gens qui n'étaient pas les plus compétentes. Je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas compétentes, mais qu'on met à la tête, pour des raisons politiquement correctes, à la tête effectivement d'institutions importantes. Et moi j'ai plein d'autres études qui prouvent exactement le contraire, qu'à partir du moment où il y a de la diversité de genre, de la diversité culturelle, de la diversité d'âge, etc., que ça amène plus de performance dans l'entreprise, que ça amène plus de performance dans la société. C'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau de l'entreprise. Toutes les études montrent que la diversité, par justement rassembler des gens qui ont des parcours différents, qui ont des cultures différentes, amène quelque chose de beaucoup plus riche à l'entreprise ou à la société. C'est tellement simple et c'est tellement évident. Mais ça, je ne suis pas opposé, mais l'idée, effectivement, c'est que c'est par ses propres mérites qu'on peut faire valoir sa propre diversité. Pour y arriver, il faut déconstruire les stéréotypes. Et donc, il faut des choses qui puissent renverser la tendance naturelle à finalement se retrouver entre soi, des hommes blancs d'un certain âge. Et les campagnes de sensibilisation que vous menez, les coachings que vous faites, etc., à la rigueur, moi, je trouve que c'est très positif. Moi, je suis juste opposé au niveau des méthodes, des quotas et à un certain nombre d'autres choses qui peuvent être menées. Mais au niveau de la sensibilisation, je pense qu'il faut le faire dans l'entreprise, il faut le faire en famille aussi. Allez, avançons dans le débat, on découvre les chiffres qui fâchent.
Donc on le disait, hein, il y a encore des hommes qui résistent. Et dans votre étude, on découvre qu'un homme sur 4 affirme faire des remarques sexistes. Et oui, et c'est surtout ce qui est dramatique, c'est que les 3 autres ne vont pas lui faire remarquer qu'il a fait une remarque sexiste et que donc ça risque de polluer la culture de l'entreprise. Quel type de remarque on peut entendre? En disant, justement, par exemple, en disant, vous savez, je l'ai recrutée, mais elle est compétente. Mais évidemment, s'il l'a recrutée, j'espère bien qu'elle est compétente, parce que sinon, c'est lui qui a un problème. Ça veut dire qu'il ne recrute pas les bonnes personnes, les personnes capables. Donc pourquoi toujours allier des problèmes? Ou alors simplement voir une femme enceinte, il y a une promotion au sein d'une entreprise et dire, celle-là, clairement, elle a déjà choisi, dans le sens où elle ne va pas faire partie des personnes de la promotion, des personnes candidates à la promotion, puisqu'elle est enceinte, donc elle va s'occuper de sa famille. Mais qui a choisi pour elle? Ce sont les autres qui la regardent avec un stéréotype, c'est pas elle. Je voudrais une réaction chez vous, Corentin. Oui, non, mais tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, je ne suis pas là pour défendre la cause des hommes de manière générale. Je désapprouve le sexisme de manière générale, mais bon, j'aime bien l'humour aussi. Je pense qu'effectivement, parfois, on se focalise excessivement sur un certain nombre de choses. Cela dit, c'est vrai que si cet humour est répété et systématique, alors là, je pense que ça tombe sous le coup de la loi. Il y a une loi qui réprime le harcèlement, pas seulement sexuel, mais le harcèlement moral. Et ça, je suis tout à fait pour. Alors, très rapidement, parce qu'on arrive déjà presque à la fin de l'émission, il nous restera encore 1 minute à vous partager, mais d'ici là, j'aimerais qu'on parle des inégalités salariales. Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dès le début de la carrière, c'est dans le Figaro encore, récemment. C'est une réalité, ça? Bien sûr, on sait qu'en Belgique, il y a... Pour chaque heure, c'est-à-dire que n'interviennent pas le nombre d'heures qu'une femme ou qu'un homme travaille. Pour chaque heure, c'est en moyenne 10%, mais ça veut dire que c'est avec le secteur public. Et donc, quand on est dans le secteur privé, et plus on monte dans la hiérarchie, donc plus on est expérimenté, plus on est qualifié, et plus la différence salariale est importante, arrivant jusqu'à du 36%. 36%. Sans compter tous les avantages extra-légaux. Corentin, très rapidement, parce qu'on arrive, vous n'êtes pas d'accord avec cette égalité. Mais moi, je pense qu'il y a un écart salarial, mais je ne pense pas qu'il y ait une discrimination salariale. On se base souvent sur l'étude qui a été faite en 2014 ici par un certain nombre d'organismes belges pour dire qu'il y a une discrimination salariale. Mais en fait, quand on regarde clairement les choses, ici, on confond réellement le fait qu'il y a parfois des temps pleins et des temps partiels. Et là, on met sur le même pied. Même quand on ne confond pas, il reste quand même quelques pourcents. Mais là, ce qu'on met dans la même catégorie, c'est des gens qui font des formations différentes. Or, il se fait que des femmes font souvent des formations qui sont moins rémunérées, comme dans l'enseignement, dans le socioculturel. Comme on est plus diplômé, et là, je dois vous couper. 60% des universitaires, donc on devrait gagner plus que les hommes. Nous sommes déjà à la dernière minute. Je suis désolée, très rapidement, 30 secondes, Isabella, puisque vous étiez dans votre lancée, top chrono. Mais je pense que vraiment c'est très important de se rendre compte que la vie d'une femme n'est pas identique à la vie d'un homme et que les entreprises, pour ne pas discriminer, pour faire en sorte que ce soit les meilleurs qui aient les postes, pour exploiter tous les talents des personnes, il faut vraiment qu'elles s'adaptent et qu'elles se rendent compte que inconsciemment, elles sont pleines de stéréotypes et de process en ressources humaines qui ne favorisent pas les talents des femmes. 35 secondes pour vous, Corentin. Je pense qu'effectivement, il y a des progrès à faire en la matière, mais ces progrès doivent être au niveau des mentalités, au niveau des choix individuels, les choix d'études que par exemple les femmes font, des choix professionnels, les carrières professionnelles, ce genre de choses-là. Elles doivent effectivement savoir gérer ça avec leur mari ou leur conjoint. Et je terminerai juste par une citation d'Irene Ward, qui est en fait une députée britannique il y a quelques années, qui résume assez bien ce que je pense sur le sujet, qui disait la maison doit toujours être au centre de nos vies, mais jamais la frontière de nos ambitions. Eh bien, merci sur ces belles paroles. Merci à tous les deux d'avoir dit oui et d'être venus ici tout de suite. RTL Info 13h, Luc Gilson, à demain. Pour ou contre, ainsi que tous les programmes d'RTL et de nombreux films Disney sont disponibles sur